Dexter et sa suite tardive auront fait couler presque autant d'encre que de sang, mais la qualité de la production était-elle à la hauteur de nos attentes démesurées? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour YouTube, c'est Daimon, on va parler aujourd'hui de New Blood, qui est en quelque sorte la saison 9 de Dexter, série adaptée du roman Ce cher Dexter, du moins pour le premier livre, achevé en 2013. New Blood narre donc la suite de l'histoire de Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall, un tueur en série de Miami qui suit un code d'honneur pour ne cibler que les criminels et s'est refait une nouvelle vie dans la petite ville d'Iron Lake sous la fausse identité de Jim Lindsay, référence à l'auteur du livre original, Jeff Lindsay. Il laisse derrière lui sa femme et son fils, qu'il a fait fuir en Argentine sans leur donner de nouvelles depuis. Dexter avait en effet fini par réaliser que, peu importe à quel point il respecte son code, les gens autour de lui finissaient par connaître une fin prématurée. Ainsi a-t-il décidé de ne pas rejoindre sa famille en Argentine, quitte à abandonner son fils pour son bien. Officiellement, Dexter Morgan, ancien expert du commissariat de Miami Metro, est décédé dans un ouragan à bord de son bateau. Jim Lindsay, lui, travaille depuis quelques années dans une boutique de chasse et s'occupe d'animaux, entre deux arrestations coquines de la chef de la police locale, Angela Bishop, campée par la superbe Julia Jones. Bref, tout semble aller pour le mieux dans le plus enneigé des mondes. Dexter n'a pas laissé ses pulsions meurtrières s'exprimer depuis près de 10 ans, mais il faut dire que les tentations n'ont pas l'air super nombreuses dans ce mignon trou perdu. Que les fans de Jennifer Carpenter se rassurent, non seulement on retrouve Dexter qui avait survécu au naufrage de son bateau, mais aussi Debra, qui s'en était hélas un peu moins bien tiré sur le coup, mais qui revient sous la forme d'un fantôme de force, avec qui Dexter peut discuter comme avec Harry dans la première série. Notre cher Dexter mène donc une vie paisible, quoique ennuyeuse au regard de ses standards, quand un double élément perturbateur va survenir, la venue de Matt Caldwell, l'insupportable fils d'un notable local, ainsi qu'un autre fils, pas franchement prodigue, le sien, Harrison, interprété par Jack Alcott qui a grandi en pensant que son père était mort, avant de réaliser qu'il les avait abandonnés. Les dialogues, qu'ils soient parlés ou le fruit d'un monologue intérieur de Dexter, véritable marque de fabrique de la série, sont toujours un modèle du genre. Ces introspections et apartés narratifs qui complètent les conversations pour révéler ce qu'ils pensent réellement sont toujours aussi savoureux. L'interprétation au service de ces lignes de dialogue est heureusement à la hauteur, surtout pour les personnages principaux, Dexter, Harrison et Angela. Quelques personnages secondaires se distinguent bien sûr des autres, Audrey et Logan par exemple, mais d'autres sont peu développés et servent plutôt de toile de fond. Je pense notamment à Esther à l'accueil du commissariat, Tess, la prof de sciences qui bosse à mi-temps dans la taverne, Terry, le bleu du commissariat, Brian et Fred, le couple gay dont on ne sait à peu près rien à part qu'ils se disputent à propos de leur chien. Mais c'est justement cette ambiance à laquelle ils participent tous, ainsi que les décors, la photographie qui donnent un charme indéniable à cette petite bourgade du nord de l'état de New York. Même si les compositions du regretté Daniel Leach nous manquent cruellement, il faut bien l'avouer, on reprendrait volontiers une saison de plus à Iron Lake. Sur l'intrigue, et sans rien divulgacher, elle tient assez en haleine pour binge-watcher cette mini-série en 2 jours si ça vous chante, malgré un antagoniste à mon sens un peu moyen. New Blood rattrape ce que la série originale bâclait dans son ultime saison selon les fans, et le showrunner des 4 premières saisons, Clive Phillips, d'ailleurs au scénario du premier et du dernier épisode de cette mini-série. Sur ce point, je suis donc en désaccord avec Régil Goria. Bref, je ne vois pas beaucoup de choses à reprocher à cette nouvelle itération, mais beaucoup à mettre à son crédit. Foncez la voir si vous avez raté ça. Perso, ça m'a même donné envie de revoir la première série. Ah, au moins les premières saisons, parce qu'après faut pas déconner. En revanche, New Blood s'adresse avant tout aux aficionados de la série originale. Je la déconseillerais aux personnes qui ne l'ont pas vue, sous peine de passer à côté de la moitié du scénario et de commencer par la fin d'une histoire passionnante, malgré quelques saisons de remplissage dans la première série. En résumé, New Blood est la vraie conclusion que tout le monde espérait, mais pas un stand-alone que l'on peut regarder individuellement. Et je pense qu'on peut passer à la section spoilers, notamment pour aborder les quelques points négatifs et en demi-teinte que j'ai notés ça et là. Section spoilers. Alors la première chose qui m'a interpellé dans le premier épisode, c'est cette histoire de cerf blanc. Pourquoi Dexter le poursuit-il tous les jours et le vise-t-il avec son fusil sans tirer? Pour montrer qu'il est dorénavant inoffensif, se soumettre à la tentation sans y céder, je vous avoue que c'est à l'interprétation du spectateur. Il finit par aller le caresser avant que Matt Caldwell ne l'abatte, ce qui va déclencher la série d'événements qu'on connaît, mais sans qu'on ait plus d'explications sur cette routine. D'ailleurs, Debra insiste sur le fait qu'ils doivent suivre sa routine. Il y a aussi plusieurs rebondissements que j'ai trouvés cousus de fil blanc, les problèmes d'Harrison, l'éventualité qu'il se retourne contre son père, que Kurt Caldwell était le tueur, et justement, attardons-nous un peu sur ce dernier. Kurt Caldwell. Je vous parlais dans la section précédente de la faiblesse de l'antagoniste pour cette ultime saison, à savoir Kurt Caldwell. Son statut ne sera d'ailleurs pas immédiatement révélé, mais c'est un peu un secret de polichinelle. Malgré les ressources dont il dispose, Kurt Caldwell est un méchant de pacotille, un tueur maladroit, émotif et obsédé par un rituel qu'il impose mal. Ni vraiment charismatique, ni franchement inquiétant. Il est très étonnant qu'il se soit pas déjà fait choper ou assassiner, et même que Dexter ne l'ait jamais soupçonné vu qu'il vit ici depuis plusieurs années.
On finit par nous montrer de Kurt un aspect plus méthodique une fois qu'il se fait arrêter, ce qui ne colle pas vraiment avec sa façon de tuer. Kurt rentre aussi en compétition avec Dexter pour l'affection d'Harrison, et encouragera sa violence, avant de tenter de le tuer, pour rendre l'appareil à Dexter qui a buté son insupportable fils, Matt. Cette relation filiale triangulaire a le mérite de l'originalité, même si elle n'est pas passionnante, et souligne surtout l'incohérence de Kurt, qui semble vraiment naviguer à vue sans réel plan. La moralité de Dexter. Dexter sait que les gens qui sont proches de lui ont tendance à tomber comme des mouches, mais il choisit de garder son fils avec lui, contre l'avis de des bras imaginaires, par faiblesse et peut-être par égoïsme. D'ailleurs, il avait commencé par nier être son père, pour son bien, mais il s'est finalement ravisé quand il est venu lui apporter son anorak à la station de bus. Peut-être d'ailleurs qu'il comptait juste lui apporter un anorak et que c'est vraiment au dernier moment qu'il a fait « Allez, vas-y, viens dans ma cabane en bois ». Harrison finira par avouer ses penchants destructeurs à son père qui va peu à peu faire de même. J'ai eu un instant peur qui nous prépare un spin-off de Dexter façon sitcom, vous voyez, genre Notre belle famille mais avec des tueurs en série. Toujours au sujet de son amoralité, Dexter semble se féliciter des pulsions meurtrières de son fils. Ah, ça c'est bien mon fiston, il est pareil que moi. Et va même encourager ses pulsions, partant du principe que les troubles de son fils étant exactement identiques aux siens, il devait nécessairement passer par la même solution. Alors c'est peut-être la seule façon qu'ils connaissent d'être père, reproduire ce que Harry avait fait avec lui. Sauf que Harry c'était un flic, pas un tueur en série. Mais c'est surtout dans le final que le spectateur aura à juger Dexter. On revient dessus dans quelques minutes, mais attardons-nous avant un petit peu sur le fiston. Harrison. Le fils de Dexter a un comportement un peu incohérent qui peut s'expliquer par son enfance traumatisante, l'adolescence, le sentiment d'abandon et un historique avoué avec la drogue, même s'il a l'air un peu jeune pour avoir déjà connu et dépassé les paradis artificiels. Dans un premier temps, c'est l'archétype du gosse paumé, en quête de réponses et de repères après le décès de sa belle-mère en Argentine. Puis, quand Dexter l'accepte en tant que fils, il semble tout à coup vouloir être le plus indépendant possible, ce qui est un peu contradictoire. En ce cas, pourquoi l'avoir d'abord recherché aussi activement? Harrison est la seule personne avec qui Dexter est parfois honnête. Les seuls moments où les paroles qu'il prononce se contentent de répéter son petit monologue intérieur. Après que notre Bay Harbor Butcher ait découvert les penchants violents de son fils, il lui expliquera être comme lui, ce qui va à nouveau changer leur relation père-fils. Mais en plus de son paternel, Harrison va voir d'autres étrangetés sociales à gérer avec Audrey, qui l'attire immédiatement. L'histoire entre Harrison et Audrey est compliquée mais intéressante. Leurs parents étaient en couple, c'est toujours bizarrement accepté de baiser sa belle-sœur et quand sa mère arrête son père, la situation devient tout aussi chelou mais différemment, donc il le souligne d'ailleurs de façon amusée. Ça nous change des romances OSEF de pas mal d'autres séries. Finalement on en vient à se demander si Harrison n'est pas juste un gosse normal, quoique un peu traumatisé. Dexter choisit, un peu vite, de le considérer comme un serial killer qu'il faut canaliser comme lui. En réalité, hormis un combat de lutte où il brise le bras de son opposant, et l'affaire du couteau où il blesse quand même et accuse son ami, Harrison n'a, à ce que l'on sait, jamais tué personne, pas même d'animaux comme son paternel. Il ne feint pas ses émotions comme son père, mais il les ressent vraiment. Il finira d'ailleurs par dire que c'est Dexter l'origine de ses problèmes plutôt que leur solution, mais là aussi on reviendra sur Harrison au moment de parler du final. Angela Bishop. Ça n'est finalement pas si grave que Kurt soit un antagoniste un poil médiocre, puisque finalement, c'est la découverte par Angela de qui est Dexter qui va constituer le principal intérêt et suspense de cette saison. Le fait qu'elle soit en couple avec lui complique évidemment les choses. Comme il le fait si bien, Dexter arrive à la balader du moins dans un premier temps. L'histoire qu'il raconte à Angela, quand elle découvre qu'il ne s'appelle pas Jim Lindsay, contient par exemple juste la bonne quantité de vérité et de sincérité pour lui sauver la mise. Celle d'un homme brisé par le deuil de ses proches assassinés, qui a fui échanger d'identité. Il ne lui révèle que ce qu'il est contraint de reconnaître devant le fait accompli, et trouve toujours une version alternative crédible pour le reste, ou parvient à gagner du temps en partageant une autre information qui va desserrer au moins temporairement l'étreinte autour de lui. Angela et Dexter se livrent alors à un jeu d'échecs où Dexter a de moins en moins de coups d'avance, et où les deux conjoints ne savent plus trop quoi penser l'un de l'autre, et ce jusqu'à l'ultime épisode. Angela va de révélation en révélation, se montrant de plus en plus méfiante sans toutefois le laisser paraître. Dexter va espérer jusqu'au bout pouvoir lui cacher le principal ou, encore plus fou, lui faire accepter qui il est comme avec des bras. Accepte mon identité de tueur en série, chérie, s'il te plaît. Mais ce sera pas facile de faire avaler des couleuvres à cette flic tenace et déterminée, à mon sens le meilleur personnage de New Blood. Batista. J'étais très heureux de revoir ce bon vieux Batista faire plus qu'un caméo dans New Blood. Il est important dans 2 épisodes et va se révéler crucial pour mettre Angela sur la piste, via un hasard au sujet duquel le spectateur choisira de suspendre son incrédulité. Hélas, bien que le final ne nous tease une confrontation entre Dexter et son ancien collègue, qui fait toujours le deuil de la Huerta, l'arc Batista sera littéralement laissé tomber dans le dernier épisode, en plein milieu.
Ça valait bien le coup de nous le montrer rassembler ses affaires et sauter dans sa voiture pour rien, puisqu'on ne le reverra plus passer ce point. À ce compte-ci, ils auraient pu s'en tenir à l'échange de coups de fil et de mails. Du coup, Batista ne saura jamais que c'est finalement sa collègue Debra qui a tué Maria LaGuerta. Et puisqu'on en parle, abordons l'épisode final qui contient son lot de rebondissements. Le final. Alors que l'étau se referme sur lui et qu'il a perdu sa maison dans les flammes, Dexter veut emmener son fils loin de la ville en prétextant qu'il n'y a pas assez de crimes. Meilleur daron de la planète sur 20. Bon, il paraît plausible que la vraie intention de Dexter soit avant tout de fuir, mais le motif invoqué tient difficilement, et ce pour deux raisons. Premièrement, si l'intérêt de son fils lui tient à cœur, il doit vouloir le voir épanoui. Et maintenant qu'il a trouvé des amis, une copine et finalement un endroit qu'il peut pour la première fois de sa vie considérer comme chez lui, est-ce que c'est vraiment bien de lui reprendre? Deuxièmement, on a bien vu qu'il y a des criminels même à Iron Lake. Mais Harrison accepte finalement trop facilement de déménager. Dexter est ensuite de nouveau arrêté par sa copine. Décidément, il aurait vraiment dû en trouver une qui soit pas de la police. Ça lui fournit moins de coups d'avance que ça ne donne d'indice à Angela. On voit l'espace d'un plan que Dexter envisage même d'utiliser un couteau contre Angela avant qu'un autre agent, également Coach Logan, n'intervienne. Et c'est à partir de là qu'on réalise finalement que l'antagoniste n'était ni véritablement Kurt, ni même Angela, c'était bien Dexter depuis le début, que sa manière d'arranger les choses avait fini par nous faire oublier, mais qui nous revient au visage dans ce final. Cette scène d'interpellation est vraiment bien pensée, notamment l'idée d'avoir mis Wolf at the Door de Radiohead, au moment où il se fait inculper et passer les menottes, parfaitement approprié en termes de ton comme de fond. D'ailleurs, les paroles sont partiellement timées sur les actions. Let me back, I'll be good. Laisse-moi revenir, je serai gentil. Quand Dexter passe menotter le pas de la porte, put me inside, répété quand il se fait mettre dans la voiture, qui peut signifier fais-moi enfermer dans le contexte de la chanson. En revanche, ils ont dû recouper parfois mal la chanson pour qu'elle s'accorde à l'image. C'est un petit peu le point négatif de ce procédé. Cet épisode final nous donne donc ce que nous attendions, autant que nous le redoutions depuis des années, que Dexter se fasse enfin choper puisqu'il trouve toujours une issue. La défense de notre serial killer préféré est comme d'habitude une petite masterclass, mais ça suffira pas cette fois. Debra finit par apparaître à la 35e minute de cet ultime épisode pour un dialogue intérieur décisif de Dexter avec un bel effort de photographie sur la cellule. Dans la même scène, Dexter va briser la nuque de Logan qui était sans doute la personne la plus fiable et sympathique de cette petite bourgade, un archétype de good guy sans pour autant tomber dans la caricature. Dexter prend la décision de s'évader quitte à blesser ou tuer Logan lorsqu'il réalise, dans sa conversation avec une Debra fictive qui n'existe que dans sa tête, qu'Angela ne l'aime pas assez pour accepter le monstre qu'il est. Dexter laisse tout de même à Logan une issue et on voit que ça lui plaît pas de lui ôter la vie, il le tue par pragmatisme parce qu'il pense n'avoir pas le choix. Bon, il aurait peut-être été possible, quoique risqué, de l'étrangler jusqu'à ce qu'il perde connaissance sans le tuer, c'est pas ce qu'il a fait. On en vient à franchement espérer que Dexter se fasse arrêter et il devient évident qu'Harrison va balancer son père ou s'opposer à lui plutôt que de quitter sa petite vie. Il refuse effectivement de s'enfuir avec son père et lui assène une punchline particulièrement bien sentie « You're just feeding the dog passenger. He's not even a passenger, he's fucking driving » qu'on pourrait traduire par « Tu nourris juste ce passager sombre. C'est même pas un passager, putain, c'est lui qui conduit !» Finalement, Harrison menace son père d'une arme et le confronte à toutes les morts qu'il a causées de personnes innocentes qui ne correspondaient pas au code, mais qui en étaient venues à constituer une menace. Ceci dit, c'est aussi dans le code, ne jamais se faire attraper, never get caught. Alors après, est-ce qu'il y a une prééminence de certaines lois du code sur d'autres, genre hashtag les lois de la robotique d'Asimov? Je ne sais pas comment c'est foutu. Dans ce face-à-face tragique, Dexter accepte la vision d'Angela et de son fils, à savoir qu'il mérite probablement la mort. Et ces derniers mots sont une sorte de tuto à son fils pour lui expliquer comment le buter, c'est très particulier, avant de le féliciter d'avoir réussi, et sa dernière pensée est un amour sincère pour son parricide. Je trouve la fin étrangement satisfaisante. Les seules issues heureuses à cette histoire, c'était celle que Dexter envisageait, qu'Angela accepte qui il était et le couvre, ou de se faire une nouvelle série spin-off, Dexter et Harrison, entreprise de tueurs en série familiale à Los Angeles. Mais bon, Angela aurait aussi pu assumer le meurtre de Dexter à la place d'Harrison et lui éviter de partir en cavale comme ça se finit du coup. Pour Harrison, pas très bien. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Bon, il a fait des trucs mal, mais pas dans le dernier épisode. New Blood nous laisse donc en plan avec cette interrogation. Harrison parviendra-t-il à contrôler ses pulsions maintenant qu'il a perdu tout ce qui le rendait heureux, doit de nouveau fuir, vraiment orphelin cette fois? On voit que ça lui coûte de quitter le diner, Audrey, son lycée, presque autant que d'avoir buté son père. Harrison s'était attaché, tout comme le spectateur, aux rues enneigées d'Iron Lake. Reste aussi cette question avec laquelle New Blood introduit ce nouvel arc narratif. Dexter a-t-il eu raison de laisser Harrison s'installer, sachant que s'il le détruit pas, tout lui est finalement repris? Maison, famille, lycée, amour. On ne le saura jamais, à moins qu'une série ne s'intéresse à Harrison, et je sais pas si c'est souhaitable.
Toujours est-il que cette fois, Dexter est bel et bien mort, ce qui clôt définitivement et plutôt magistralement cette histoire pour les déçus de la saison 8. Fin de la section spoilers. En résumé, une mini-série à la hauteur de l'original et qui nous apporte une véritable conclusion. Bien écrite, filmée et interprétée, il n'y a guère que quelques coups de théâtre qui paraîtront évidents à certains, un antagoniste à première vue décevant et certains éléments laissés en suspens pour ternir le tableau. New Blood est évidemment à voir pour tous les fans de Dexter, sans réel risque de les décevoir, mais avec une petite possibilité de les surprendre. Merci d'avoir suivi cette chronique Sérivore. Si elle vous a plu, un pouce et un partage sont les bienvenus. J'agite également mon chapeau numérique si vous avez quelques euros pour aider cette modeste chaîne. Si vous êtes abonné, je vous dis à très vite, et peut-être à plus tard pour les autres. C'était Daimon. Drag him up, you're into drag him out to death, singing I miss you, snakes and ladder fibs, a lid, out pubs, a crack, you smack you in the head, knife you in the neck, kick you in the teeth, steal 2 caps, take all your credit card, get up, get the games, get the eggs, get the frown in the face, the frown in the face, the frown in the face, dance you fuck you, don't you dare, don't you dare, don't you frown in the face, take it where the love is given, take it with a pinch of salt, take it to the tax man, let me back, I promise to be good, don't look in the mirror at the face you don't recognize, at me cause the doctor to put me inside, put me inside, put me inside, put me inside, put me inside.